Les formations politiques, de manière générale, sont déconnectées de la réalité. Il y en a qui fustigent d'autres leaders politiques. Personne n'est en train de parler de ce que les Camerounais veulent et de ce que notre pays doit devenir, alors que nous sommes dans une année cruciale pour le devenir de cette nation. Cela montre que le pouvoir dont on parle là, il n'est pas étudié. Il est où? Il est à l'intérieur de chaque foyer camerounais. Bonjour à vous, bienvenue, vous êtes sur Axe Média. Bonjour maître Michel Ndoki. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir sur Axe Média, le média 100% digital qui s'adresse à la jeunesse camerounaise, qui l'informe avec du contenu de qualité sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci beaucoup à vous pour cette invitation. Tout au long de cet entretien, nous reviendrons sur votre parcours politique, sur vos différents engagements en marge des élections présidentielles à venir et sur ce que vous pensez du rôle des jeunes dans la politique d'aujourd'hui. Mais sans plus tarder, nous allons commencer par vous demander de vous présenter et de nous dire qui est réellement Maître Ndoki. Ah, c'est une question difficile. Je m'appelle Michel Ndoki, ça c'est facile. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire sur moi si je devais me présenter? Je dirais que je suis une mère, je suis avocate et que je suis une actrice politique camerounaise, passionnée par la question du devenir, de la construction de notre nation et absolument révoltée par toutes les formes d'injustice. Concernant votre parcours politique, vous avez commencé par le CPP de Kawala. C'est vrai. Vous êtes ensuite engagé avec le MRC de Maurice Kamto. Donc, vous étiez la vice-présidente de la section des femmes du MRC. C'est exact. Et vous vouliez même devenir présidente du MRC. C'est ça. Mais vous avez été exclue du parti en 2023. C'est ça. Ce qui a été un tournant majeur d'ailleurs pour votre parcours politique. C'est vrai. Comment est-ce que vous vivez cette exclusion aujourd'hui? Aujourd'hui, comme à l'époque, je crois que il faut simplement accepter les expériences et en tirer le meilleur parti. Peut-être que je dirais que pour moi, c'était le signal qu'il fallait faire quelque chose de différent. La dynamique des partis politiques est une dynamique assez contraignante. C'est-à-dire que quand vous avez un dirigeant de parti à un moment, qu'il soit ou qu'il ne soit pas en ligne avec la philosophie, le projet de société, la ligne du parti, il faut le suivre parce qu'il est le dirigeant. Et en ce sens, pour moi, l'action politique politicienne trouve ses limites, particulièrement dans le Cameroun d'aujourd'hui. Peut-être qu'on va y revenir, mais je trouve que ça fait partie des raisons pour lesquelles les acteurs politiques, au sens de membres et dirigeants de partis politiques, sont déconnectés de la réalité camerounaise. La dynamique de parti peut entraîner une soumission de toute l'organisation à l'ambition de la personne qui est à sa tête. Donc pour moi, le départ du MRC a été le signal pour tenter autre chose, une autre forme d'action politique qui mette la base politique, l'essentiel, la raison d'être de la politique au cœur de la dynamique. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans le cadre du mouvement Les Bâtisseurs de la Nation. On va sûrement revenir là-dessus, j'en suis sûre. Mais avec du recul, maître, comment est-ce que vous analysez cette décision? Est-ce que vous pensez qu'elle était inévitable? Je ne sais pas pour qui. C'est vraiment quelque chose qui m'a été imposé. Je crois que les 5 ans que j'ai passés au sein de cette formation politique, peut-être même plus, je suis entrée en fin 2016,
J'y suis restée donc jusqu'en juillet 2023. C'est un temps pendant lequel je pense m'être vraiment dévouée corps et âme au parti, à la vision du parti et d'avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour privilégier l'intérêt du parti sur peut-être ce qui pourrait être mes ambitions personnelles, mes désirs personnels, etc. D'ailleurs, y compris la candidature à la présidence du parti, était vraiment dictée par l'idée que c'était quelque chose qui pouvait être bon pour le parti. Maintenant, les personnes qui ont pris la décision de m'exclure ont pris cette décision en leur âme et conscience. Bien sûr, comme n'importe quel observateur de la scène politique, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que l'exclusion est arrivée très peu de temps après ma candidature à la présidence du parti, donc de faire le lien entre les deux, de remarquer que après moi, Richard Tamfou, qui était membre du directoire, a présenté sa candidature à la présidence du parti, a été exclu du parti quelques jours ou semaines après. On peut quand même observer qu'il y a des coïncidences troublantes. Bon, je ne veux pas aller plus loin dans des analyses parce que je reviens sur la leçon que j'ai tirée de ce parcours. Ce qui est important, c'est ce que nous faisons, ce que nous pouvons faire pour notre pays. Passer beaucoup de temps à débattre de ce qui se passe pour nous, même si nous avons des positions de leadership, c'est nous détourner de l'essentiel. Donc, j'essaye de rester concentrée sur l'essentiel. L'essentiel, c'est comment est-ce que notre nation évolue et comment nous faisons en sorte que notre nation évolue. C'est sur ça que je reste aujourd'hui. En gros, on va comprendre que c'était une surprise. J'étais surprise qu'on en arrive là. Je ne crois pas que j'étais la seule. Maintenant, les choses sont ce qu'elles sont. Et peut-être que c'est une bonne chose, l'avenir nous dira. Ça m'a libérée pour pouvoir travailler sur ce projet des bâtisseurs de la nation. Ça m'a permis de me rapprocher, comme je le disais tout à l'heure, de ce qui fait l'essentiel de la politique à mon sens. Donc, c'est pas quelque chose que je trouve aujourd'hui regrettable. Je n'en suis plus là. Après tout cela, est-ce que vous pardonnez au MRC de vous avoir exclu alors que vous étiez en plein projet de briguer la présidence du parti? Non, non, parce que d'abord, je ne crois pas que ce soit la décision collective du MRC. C'est une injustice à faire à la base militante. Je pense que c'était la décision d'un certain nombre de personnes qui sont militantes du MRC, d'organes précis. Il y avait le comité de médiation et d'arbitrage qui est composé de 3 personnes, et puis il y avait le président du parti qui devait entériner ou ne pas entériner la décision. C'était leur décision, ils n'ont pas consulté qui que ce soit avant de la prendre. Donc je ne peux pas en vouloir au parti. Est-ce que j'en veux à ces personnes? Non plus. Je pense que elles ont fait ce qu'elles croyaient être juste en fonction d'intérêts qui sont les leurs. Il faut les interroger pour savoir si c'était une bonne chose ou pas une bonne chose pour le parti, parce que pour moi c'est le parti qui est l'essentiel. Et puis enfin et surtout, quand je vois que aujourd'hui encore, mes compatriotes me témoignent leur estime et leur affection. Quand je vois qu'aujourd'hui encore, quand vous pensez à parler sur ce média ou sur d'autres de la politique de ce pays, ben vous pensez à Michel Ndoki. Je me dis qu'il n'y a pas eu de grand dommage, donc il n'y a pas de raison d'être en colère. Si c'était à refaire, est-ce que vous auriez mené votre engagement au sein du MRC de façon différente afin d'éviter cette issue? Je ne dirais pas ça. Je ne vois pas. Je crois que chaque étape de mon histoire avec le parti était une étape importante. Je pense que c'est aussi ce parcours qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc, renier une partie du parcours reviendrait à me renier aujourd'hui. Et non, je vois pas les choses de cette façon-là. Est-ce que pendant mon
parcours politique, j'ai eu des surprises. Est-ce que j'ai eu des déceptions? Bien sûr que oui. Mais ça fait partie du parcours. On peut pas... c'est comme de devenir adulte. Vous ne pouvez pas vous devenir adulte sans rencontrer la difficulté, sans rencontrer des obstacles. Vous voyez? Donc pour moi, c'est un parcours qu'il faut accepter, assumer et embrasser dans son entièreté. Est-ce que votre rôle au sein du MRC vous a donné, tant pour moi, une forte visibilité en tant que leader féminin? Estimez-vous que le MRC a été un tremplin pour la reconnaissance de votre engagement politique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ma nature, vraiment, quand je travaille extrêmement préoccupée par les résultats que je veux obtenir. Mon objectif, quand je suis entrée en politique, vous avez souligné tout à l'heure, hein, avec le CPP, donc depuis 2012, mon objectif était de contribuer à faire en sorte que ce pays change. Ça reste mon objectif aujourd'hui. Tant qu'il n'a pas changé pour devenir ce dont je rêve pour notre nation, c'est-à-dire une nation prospère, où chaque homme et chaque femme vit avec honneur et intégrité son rêve et contribue au bien-être de tous, je considérerais que je n'ai pas fini ce que je m'étais engagée à faire. Il n'y a pas pour moi là-dedans de place pour me demander si je brille, si je suis populaire, si je suis aimée, si je suis détestée. Il n'y a que de la place pour analyser les progrès que nous avons accomplis et décider ce qu'il faut que je continue de faire. C'est comme ça que je pense ma vie et mon action en politique. Si je regarde mon parcours depuis que je suis rentrée, donc depuis début des années 2010, il y a des choses qui me restent en mémoire. Je peux vous citer en 2012, par exemple, la marche avec Kawala pour protester contre l'adoption du code électoral qui est aujourd'hui en vigueur. Je peux vous citer le passage devant le Conseil constitutionnel. Je peux vous citer en 2018. Oui, je prends les événements dans le désordre. Le nom de Maître Ndoki ne résonnait pas autant, à moi si je me trompe, quand vous étiez encore au CPP. Il a fallu que vous arriviez au MRC, qu'il y ait les élections de 2018, qu'il y ait cette fusillade, qu'il y ait votre emprisonnement. Tout à fait. Avant qu'on ne commence réellement à entendre Maître Ndoki par-ci par-là. C'est vrai, c'est très juste. Alors, est-ce que ça, c'est le fait du MRC? Comme je vous dis, je me pose pas vraiment la question. Est-ce que c'est le MRC qui m'a tiré dessus? Non. Vous voyez? Est-ce que c'est le MRC? Oui. C'est un enchaînement de choses. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais je crois que c'est un enchaînement de choses qui tient au fait que j'étais militante du MRC et qui tient à plusieurs autres faits. Par exemple, devant le Conseil constitutionnel, j'étais en tant qu'avocat. Nous étions plus d'une dizaine d'avocats. Je pense que j'étais la seule à être militante du MRC parmi ceux qui ont, ou peut-être on était deux, Sylvain Swop aussi de regretter mémoire. Ah oui, alors il y avait Sylvain Swop, Emmanuel Sim et moi de mémoire. Beaucoup de personnes ont pris la parole pour le compte du MRC, comme l'ancien bâtonnier Akere Mouna, comme Maître Yondo Black, ancien bâtonnier également, qui ne sont pas des militants du MRC. Nous étions là pour faire notre travail d'avocat. Alors, est-ce que c'est l'avocat en moi qui est devenu, comme vous dites, célèbre, ou est-ce que c'est la militante de parti? Je ne sais pas du tout. Et comme je vous l'ai dit, je ne crois pas que ce soit si important que ça. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce moment? Pour moi, c'est ça qui est important. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue d'avancer dans la vie politique. Ce qu'on a retenu de ce moment, c'est que tant que vous restez absent de la conversation politique, le pays peut dégringoler et vous ne pouvez blâmer personne d'autre que vous-même et votre inaction.
les électeurs camerounais, les citoyens camerounais se sont emparés de ce débat sur la contestation post-électorale et ils n'ont jamais plus relâché leur intérêt pour la vie politique. Ça, c'est important d'y avoir contribué même un peu. J'en suis extrêmement fière. Si on dit que c'est grâce au MRC, tant mieux. Et à cette époque-là, vous étiez l'avocate du professeur Maurice Kamto. Tout à fait. On peut dire maître aussi, il se trouve qu'il est aussi avocat. Bon, d'accord. Comment est-ce que vous décririez votre relation avec lui aujourd'hui, après cette exclusion, après tous ces sacrifices-là que vous avez faits? Bon, je crois que dire que notre relation a été influencée par l'un ou par l'autre serait dire quelque part que nous ne sommes pas des adultes et que nous n'avons pas conscience que la relation personnelle et la vie politique sont deux choses complètement différentes. Une autre chose, nous en tant qu'avocats, nous sommes entraînés à la contradiction. Nous sommes formatés pour être en contradiction, c'est l'essence même de notre métier. Nous allons défendre devant des juridictions un point de vue. Parfois, nous défendons, par exemple, en matière pénale, quelqu'un qui est victime. Parfois, nous défendons quelqu'un qui est accusé. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord avec la personne. Ça veut dire que nous voulons nous assurer que les droits de la personne soient respectés. Parfois, nous nous retrouvons avec des confrères qui défendent les dossiers à nos côtés. Parfois, nous nous retrouvons avec des confrères qui sont nos adversaires. Ça ne change rien à la qualité de la relation que nous avons entre confrères. Donc, pour moi, et j'en suis persuadée, mais vous lui poserez la question à l'occasion pour le professeur Kamto, ceci n'a rien à voir avec notre relation personnelle. Nous avons chacun fait ce qu'il croyait juste à un moment donné et nous continuons chacun de faire ce qu'il croit juste pour le Cameroun. Parlant de votre vie politique, de votre retrait de la vie politique notamment, après votre exclusion du parti, oui, vous avez choisi de vous éloigner des partis politiques. Mais pourquoi cette décision? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les formations politiques en général, c'est encore plus grave pour la formation politique qui est au pouvoir, mais les formations politiques de manière générale sont déconnectées de la réalité. J'ai un ami qui m'a envoyé ce matin un post qu'il a fait sur Facebook. C'est quelqu'un qui, je pense, a assez peu voté dans sa vie et qui n'est pas du tout ni militant, ni d'habitude même très intéressé par la vie politique, mais qui l'est de plus en plus, je pense, notamment depuis 2018. Nous ne discutons pas en général de politique. Et il m'envoie ce message qu'il a posté sur Facebook où il dit en substance... en ce qui concerne chaque formation politique, qu'elle est en train de parler de tout, sauf de ce qui nous concerne, nous, en tant que Camerounais. Il y en a qui critiquent le pouvoir, il y en a qui disent il faut que tel quitte le pouvoir et que vous nous mettiez à sa place. Il y en a qui fustigent d'autres leaders politiques ou qui disent cette fameuse phrase « il y avait quoi avant ?» Personne n'est en train de parler de ce que les Camerounais veulent et de ce que notre pays doit devenir. Personne n'est en train de parler, alors que nous sommes dans une année cruciale pour le devenir de cette nation, une année où nous allons choisir pour la première fois en 7 ans qui va présider à nos destinées notre destinée commune pour les 7 prochaines années. Personne n'est en train de parler de ce que ce leader doit remplir comme critère. Quel est le programme qu'il doit défendre? Ça devrait être ça, le cœur de l'information que nous avons sur toute cette formation politique. Mais si je vous parle de n'importe quel leader et que je vous demande à quoi est-ce qu'il vous fait penser en termes d'actualité, ça ne sera pas à un des éléments de son programme. Pour moi, ça ne peut pas vouloir dire que les leaders sont problématiques. Je crois que ce qui est problématique, c'est la structure de comment dirais-je, la structure de la conversation. C'est la manière dont on mène le débat politique. Ce qui est problématique, c'est que les Camerounais, en tant qu'électeurs, en tant que citoyens, sont trop loin de la vie politique.
Comment est-ce qu'on fait pour les attirer dans la vie politique? Je crois qu'il faut chercher autre chose que des partis, parce que plus de 300 personnes ont décidé de créer des partis politiques sans vraiment attirer la majorité des Camerounais. Mais on a vu dans d'autres pays, en Afrique ou ailleurs, des mouvements politiques de masse qui réunissaient des milliers, voire des centaines de milliers de personnes se mettre en place. C'est pour ça que je me suis dit, c'est là que j'ai envie d'aller. Je voudrais trouver le moyen de réunir les Camerounais dans quelque chose qui est un mouvement d'action et de revendication politique, mais qui n'est pas un parti politique. Donc, qui n'est pas là pour mettre tel ou tel en fonction, d'accord? Mais qui est là pour faire triompher une revendication. Si vous étiez donné de revenir dans la vie politique, est-ce que vous allez encore intégrer un parti politique? Alors, je tiens à dire que pour moi, je suis encore dans la vie politique. Je ne suis pas dans la vie politique partisane, mais je suis encore dans la vie politique. Est-ce que demain ou après-demain, je retournerai à la vie politique partisane? C'est difficile à dire aujourd'hui. Si je suis convaincue que de cette manière-là, je peux continuer de faire avancer notre pays vers cette prospérité dont on a parlé, oui, je ne suis pas fermée à l'idée. Aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit là où je peux servir le mieux. Et c'est pour ça que je suis bien là où je suis, c'est-à-dire au sein des bâtisseurs de la nation. Parlons justement des bâtisseurs de la nation, ça va arriver, voilà. Quelle est la vision de ce mouvement des bâtisseurs de la nation? Alors, nous voulons, comment est-ce que je pourrais encapsuler ça? Nous assurer que la transformation de notre nation passe par la prise en compte des aspirations et des attentes du plus modeste des Camerounais qui ne prennent pas la parole, des Camerounais qui ne sont pas entendus, des Camerounais qui ont le sentiment qu'ils ne comptent pas. Nous voulons offrir un véhicule à ces Camerounais-là pour qu'ils puissent exprimer leurs attentes et pour qu'ils voient qu'ensemble, ils peuvent transformer ce pays. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques semaines, le gouvernement a décidé de créer un parc national ou de publier le décret ou de mettre en œuvre le décret parce que c'est un projet qui est assez ancien dans la région de l'extrême nord, Mbed, je crois. Les populations qui habitent la région se sont mobilisées contre ce projet. Et dans un endroit aussi lointain, là où en général on ne regarde pas, là où on a l'impression que ce sont des citoyens de seconde ou de troisième zone qui vivent et on ne s'intéresse pas à ce qu'ils peuvent vouloir, dans un endroit comme celui-là, ils ont réussi à attirer l'attention sur ce qu'ils voulaient eux, à exprimer ce qu'ils voulaient eux, d'une manière tellement forte que le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de la Défense et le ministre de l'administration territoriale se sont déplacés pour aller sur place, pour aller écouter et prendre note de leurs attentes, de leurs besoins. Cela montre que le pouvoir dont on parle là, il n'est pas étudié. Il est où? Il est à l'intérieur de chaque foyer camerounais qui peut décider qui va s'installer à Etoudi. Et il y a deux manières de décider. On se tait et dans ce cas, n'importe qui peut, en se battant avec quelques autres concurrents, arriver à Etoudi, ou on s'exprime. Et dans ce cas, celui que l'on choisit, c'est que il nous doit sa place à nous tous. Donc, les bâtisseurs de la nation, c'est le moyen que nous proposons à nos compatriotes de prendre la parole, de reprendre et d'exercer le pouvoir qui est le leur. Le premier projet autour duquel nous voulons nous rassembler, c'est celui de la supervision des élections. L'une des leçons de 2018 et du contentieux post-électoral devant le Conseil constitutionnel, c'est que le président actuel a gagné
sur la base de fraude massive. C'est quelque chose que l'on savait, ou plutôt que l'on soupçonnait. C'est quelque chose que ce procès, cette audience devant le Conseil constitutionnel a permis d'établir. Parce que l'on a vu dans 36 départements comment concrètement les fraudes étaient organisées. Comment on passait de ce qui s'est passé dans le bureau de vote à un tableau Excel où il n'y a pas de signature qui a été retravaillée et qui est donnée telle quelle au à la Commission nationale de recensement général des votes, qui l'approuve pour maintenir le statu quo. Ça, c'est la leçon de 2018. En 2025, nous disons, nous allons réunir 10 000 volontaires, 10 000 Camerounais, 10 000 électeurs répartis sur toute la superficie du territoire, qui vont observer le scrutin et qui vont envoyer le résultat de leurs observations à une équipe centrale qui pourra compiler les résultats et produire ces résultats, informer la nation camerounaise et toutes les nations autour dès le lendemain du scrutin de ce que les tendances véritables sur le terrain annoncent. Qui a été choisi pour présider à notre destinée à partir d'octobre 2025? Ça, ce sera une première historique. Ça n'est possible que si les Camerounais, les électeurs partout décident de se porter volontaire et faire ce travail qui est un travail, en fait, consacré par la loi. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. La loi électorale, mal rédigée comme elle est mal rédigée là, dit que le scrutin, le dépouillement se fait en présence des électeurs. Donc, il suffit d'être là et de rendre compte. Donc, les bâtisseurs de la nation sont là pour offrir la structure, le cadre, l'organisation. Mais le travail de défense de nos voix en tant qu'électeurs doit être fait par nos compatriotes. Voilà à quoi nous pouvons servir. Quand nous aurons fait ça, nous pourrons défendre vis-à-vis de ceux qui, habituellement, ou qui voudraient pour la première fois, détourner les voix des Camerounais et comment dirais-je, travestir leur volonté. Nous pourrons nous défendre, mais sur une base informée. Ce qui se passe cette fois-ci, ce n'est pas que pour la première fois, il y a des observateurs, mais que pour la première fois, il y aura des observateurs dans un échantillon représentatif de bureaux de vote. Plus de 5 000 bureaux de vote sur un total de 28 100. D'accord? Donc, plus de 10%, peut-être près de 20% des bureaux de vote. Quand vous avez des observateurs dans près de 20% des bureaux de vote, vous avez un échantillon représentatif. Vous pouvez faire une projection. Vous pouvez dire, voici ce que les tendances prévoient. C'est ce qu'on a fait au Sénégal. Et c'est comme ça qu'on a su, dès le lundi matin suivant les élections, qui était le vainqueur. Et l'organe officiel qui a donné les résultats quelques jours après n'a pas eu le choix que de produire les résultats véritables, tels qu'ils avaient déjà été annoncés à 0, quelque chose % près par l'organisation de la société civile qui a annoncé les résultats dès le lendemain du scrutin. Donc, vous voyez pourquoi ce projet me tient à cœur, m'enthousiasme et pourquoi j'ai tellement envie de voir nos compatriotes y adhérer. Et vous voyez, petit clin d'œil, pourquoi je trouve beaucoup plus intéressant de travailler dans une organisation de la société civile aujourd'hui que d'être dans un parti politique. Est-ce que ceci fait partie des axes principaux de ce mouvement? Aujourd'hui, oui, c'est le projet phare. Ça s'appelle DISO, c'est le projet Sentinelle. Nous l'avons lancé officiellement en septembre de l'année dernière. DISO, l'œil. Oui, parce que c'est l'œil. C'est un mot en douala pour dire l'œil. Et qui veut dire aussi sentinelle. Vous voyez, c'est celui qui veille quand les autres dorment. C'est celui qui observe, c'est celui qui peut alerter. Voilà. Donc, ce projet de supervision du scrutin, ça s'appelle le projet DISO. À partir de celui-là, il y en aura d'autres. Ce ne sera pas la fin des bâtisseurs de la nation, mais nous continuerons de travailler pour que la volonté des Camerounais soit prise en compte.
dans la manière dont on vote la loi de finances, les priorités que l'on choisit, que ce soit au niveau local ou au niveau national, dans la manière dont on traite certains fonctionnaires dont le sort nous tient à cœur. Dans le cadre du projet DISSOR, nous sommes en partenariat avec OTS, l'organisation des enseignants. Le sort des enseignants nous est particulièrement sensible parce que ce sont des personnes qui se dévouent pour l'esprit, l'intellect des futurs acteurs de la vie camerounaise. Donc, il est important qu'ils soient traités avec respect et décence. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et le partenariat continuera, je l'espère, pour que nous puissions demain revenir sur la question des enseignants. Bien. Voilà. Est-ce à dire que le mouvement, les bâtisseurs, s'intéresse mieux aux besoins des Camerounais que les partis politiques traditionnels? Je vous laisse en juger. Je ne peux pas être jugée partie. Si je vous donnais mon avis là-dessus, je ne serais pas impartiale. Maintenant, ça rejoint ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, si je ne me trompe pas, que les partis politiques traditionnels sont éloignés de la réalité du terrain. Et d'après la description que vous faites du mouvement Les Bâtisseurs, vous semblez expliquer que le mouvement est plus dans la recherche du besoin des Camerounais que les partis politiques. Oui, effectivement. Alors, je vais vous dire pourquoi, à mon sens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le parti politique fonctionne sur la base du respect de la hiérarchie. D'accord? Il y a quelqu'un qui donne une direction et la base militante est là pour valider ce que la personne qui donne la direction a dit. Elle est là pour valider le président qui peut être candidat à des fonctions électives, pour valider les députés, etc. Après, c'est eux qui mettent en œuvre la vision du parti, ce n'est pas la base. Le mouvement, un mouvement de masse populaire, en revanche, fonctionne dans l'autre sens. Si vous n'êtes pas d'accord avec la cause que le mouvement défend, vous n'êtes pas là. Et la cause ne peut pas être défendue avec succès sans la base. Si je prends l'exemple du mouvement Y en a marre au Sénégal, il n'a été efficace que parce que un certain nombre de milliers de Sénégalais s'est mobilisé dans une direction, impulser un changement dans le devenir politique et dans le cas d'espèce, s'assurer qu'un candidat ait des chances équitables d'accéder au pouvoir, pousser le pouvoir en place à s'abstenir de tronquer les résultats, d'accord? À partir du moment où ce n'est plus ça que le mouvement est en train de rechercher, vous voyez le mouvement se disloquer et disparaître. Donc, celui qui est le coordinateur d'un mouvement, le porte-parole, est obligé de s'assurer à chaque étape, quand il avance, que la masse continue de le suivre. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est comme ça que vous vous assurez que la masse, les voix que vous voulez représenter restent les voix que vous représentez. Parce que la sanction est immédiate. Dès que vous vous éloignez de la raison d'être de votre organisation, les gens s'en vont. C'est pas comme ça que ça marche dans les formations politiques. C'est pour ça que je préfère la dynamique des mouvements et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est ce dont le Cameroun a besoin. On est dans une phase charnière du devenir de cette nation. Nous sommes en train de vouloir prendre une part importante dans la transition pour que la transition ne nous laisse pas, nous, Camerounais, moyens, de côté, voyez, parce qu'il peut y avoir une transition, un changement de chef de l'État demain sans qu'il y ait un changement pour les Camerounais. Nous avons besoin d'un outil pour nous assurer que nous resterons au cœur de la conversation politique et que ce que les Camerounais veulent sera pris en compte demain. Ça ne veut pas dire que les partis politiques, je veux qu'on s'entende bien, ne sont pas utiles, hein, pas du tout. Ça veut dire qu'il manque pour que
l'ensemble prenne comme une mayonnaise. Les partis politiques jouent leur rôle, l'exécutif joue son rôle, le législatif joue son rôle. Il manque pour que la mayonnaise prenne une société civile consciente qui exerce son pouvoir, qui contrôle, qui exige, qui demande et qui manifeste son mécontentement quand les choses ne vont pas bien. Là, on aura un équilibre et là, comme n'importe quelle autre nation qui est en train de prospérer aujourd'hui, nous pourrons avancer dans la bonne direction. Bien. Où en êtes-vous aujourd'hui avec le mouvement le Bâtisseur en termes de présence sur le terrain et de mobilisation des militants? Alors, je suis fière et j'espère qu'ils me verront. Donc, je leur fais un coucou à cette occasion. Je suis fière de pouvoir dire aujourd'hui que nous avons des représentations dans au moins 5 régions. Sur les 10 et que nous continuons notre travail pour asseoir une présence des adhérents au mouvement, des bâtisseurs dans les autres régions. Nous sommes présents aujourd'hui à Douala, enfin au littoral, au sud-ouest, dans la Damawa, dans l'extrême nord et nous continuons de travailler dans le centre et nous continuons de travailler pour étendre notre, le mot me vient en anglais, footprint, notre présence dans les autres régions parce que, je vous l'ai dit, nous avons besoin d'être représentés partout pour que l'échantillon des observateurs dans le projet d'ISO soit un échantillon représentatif. Nous devons continuer de travailler pour arriver à cet objectif. Aujourd'hui, nous avons des points focaux dans ces différentes régions. Nous avons une base, c'est pas militante, d'adhérents qui se situe autour d'une 50aine de personnes actives. Nous espérons que grâce à ces personnes-là, on pourra rapidement voir grandir les chiffres. Je ne suis pas inquiète parce que à partir du moment où les gens comprennent de quoi il s'agit et comment eux, ils peuvent être utiles. Et j'espère que notre échange permettra qu'ils comprennent. Les adhésions peuvent se multiplier vraiment très rapidement. Et l'objectif? L'objectif, c'est avant le mois de juin de 2025 d'avoir atteint notre quota de 10 000 volontaires. Ensuite, nous commencerons les formations pour expliquer aux observateurs comment faire leur travail dans les lieux où ils se trouveront pour ensuite faire les premiers tests de collecte des résultats, nous assurer que nos outils fonctionnent et être fin prêt pour les élections présidentielles qui ne devraient pas avoir lieu avant septembre 2025 et pas après le 15 octobre. En termes de pourcentage, on peut dire qu'aujourd'hui, on est à combien? De nos objectifs, alors c'est difficile à dire, je suis pas forte en maths, je pense qu'on n'est pas très loin. Je crois que le plus difficile, alors c'est ce que nous avons fait jusqu'ici, c'est-à-dire trouver des points focaux, des gens qui peuvent se déployer dans leur région, parce que nous avions besoin que ce soit des gens des régions en question. Cette partie-là est faite. Après l'enrôlement, entre guillemets, dans les différentes régions autour de ces points focaux, je pense que ça peut se faire assez rapidement. Parlant des élections d'octobre, justement, est-ce que, selon vous, quelles sont les conditions nécessaires pour garantir une élection libre et transparente au Cameroun en 2025? À part l'observatoire, vous avez appelé ça d'une façon particulière tout à l'heure. DISO. À part le projet Sentinelle. Oui. Je crois qu'il faut que les électeurs se mobilisent. Il y a beaucoup de travail qui est fait jusqu'ici pour appeler les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Je voudrais, pour ma part, insister sur le fait qu'il faut que les électeurs votent. Ça sert à rien d'avoir votre carte électorale si vous ne vous déplacez pas le jour venu. Il faut absolument augmenter le taux de participation aux élections. Et je voudrais saluer par rapport à ça le travail d'un de nos valeureux compatriotes, Monsieur Aristide Monod, qui est en tournée dans le Cameroun et qui a parcouru les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa ces dernières semaines pour encourager les gens à exercer ce droit
de vote. C'est très important parce que on ne peut bourrer des urnes que parce qu'elles sont vides. Si vous ne participez pas au scrutin, vous laissez un vide dans l'urne qui va être rempli par quelqu'un qui n'est pas préoccupé par ce que vous voulez vous. Donc, il faudra que les personnes qui ont une carte électorale s'expriment et que le taux de participation atteigne les 100% partout où ce sera possible. Je crois que ça, plus une surveillance efficace du scrutin, ça nous mettra en bonne place pour reprendre le contrôle de notre destinée. Je compte aussi sur les différents leaders politiques pour faire connaître leurs propositions politiques. Quelle est l'ambition qu'ils ont pour notre pays dans tel ou tel domaine? J'espère qu'ils se soumettront à un exercice que l'on voit chez beaucoup de leaders politiques respectables, c'est l'exercice des débats pour nous permettre de les départager. Voilà. Bien. Comment est-ce que vous analysez les divergences au sein de l'opposition et de la société civile? Alors, ça dépend de quelle divergence est-ce qu'on est en train de parler. Je ne sais pas de quelle divergence on est en train de parler. Personnellement, j'ai envie de voir ce qu'on a à dire pour nous. Vous voyez? Je veux dire, quelle est la différence entre la proposition de Monsieur Joshua aussi, je parle des candidats déclarés, hein, oui, et la vision de Monsieur Cabral Libby? Quelle est la différence entre leur vision par rapport à l'électrification de notre pays? Là, c'est qu'ils doivent. C'est ça que je veux. Moi, c'est ça que je veux. C'est de ça que je veux entendre parler. Qu'est-ce que ils vont faire de différents, Monsieur Maître Akeremouna, autre candidat déclaré? Comment il va faire pour que le potentiel de ressources naturelles que nous avons, ou la question de l'environnement qui est de plus en plus une question préoccupante, qu'est-ce qu'il va faire pour que cette question soit réglée? Quel est, je sais pas, le plan de Monsieur qui d'autre, Paul Biya, pour résoudre le problème des ordures ménagères dans nos villes? C'est de ça que j'ai envie d'entendre parler. Donc, pour moi, si c'est pas de ça qu'on est en train de parler, on n'est pas en train de faire de la politique. Et c'est frustrant. Aller chercher le besoin du Camerounais. Oui. Et lui proposer des solutions. C'est pour ça qu'ils font de la politique. C'est pour ça qu'on est député. C'est pour ça qu'on est président de la République. C'est pour ça qu'on est ministre en charge des questions de l'environnement, non? Qu'est-ce que vous allez faire pour que, je ne sais pas moi, qu'il n'y ait plus de catastrophes comme celle que nous avons vue à Tchang? Et pour que quand il y a une catastrophe comme celle-là, vous réagissiez en quelques heures et pas en quelques semaines. Chaque année, il y a des inondations dans l'extrême nord. Cette année, l'année dernière, c'était 365 000 personnes impactées par les pluies. Qu'est-ce que vous allez faire quand les pluies vont revenir? Parce qu'elles vont revenir cette année, elles reviennent tous les ans. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il n'y ait pas 365 000 personnes en situation de détresse, des dizaines de milliers d'hectares de cultures perdues, des dizaines de milliers de têtes de bétail perdues? Qu'est-ce que vous avez prévu cette année? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui rend la politique intéressante. Et si ils ne sont pas en train de parler de ça, qu'est-ce que nous faisons, nous, pour les y obliger? C'est ça qui devrait peut-être intéresser les électeurs. Exactement. Avant d'aller aux urnes. Voilà. Donc, il paraît qu'ils ont des programmes politiques sur leur site Internet et qu'il faut aller chercher sur le site Internet. Je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels parmi les jeunes Camerounais. Allez donc regarder et parlons de ça. Donnez votre avis sur le projet de société sur tel ou tel point. Les gens qui ont fait des études d'économie, décortiquez les programmes économiques des uns et des autres et commencez à aller titiller sur des choses qui manquent de cohérence pour proposer mieux. Et puis, vous savez, soyons fous. C'est possible pour nous, acteurs de la société civile, d'élaborer un livre blanc.
et de dire, vous savez quoi, nous allons soutenir le candidat qui est capable de promettre qu'il va s'aligner sur ce programme-ci. Vous avez des organisations comme l'ancien JICAM qui élaborent des propositions pour les politiques en leur disant, voici ce que vous pourriez faire pour booster le secteur des entreprises au Cameroun. À ma connaissance, jamais cela n'a été suivi des faits concrets. Maître, ce sont des promesses, ce sont des projets, ce sont des ambitions qui sont écrites. Comment l'électeur peut être sûr? Il ne peut pas lire l'avenir, il ne peut pas être sûr, il ne peut pas lire l'avenir. Mais il peut être sûr d'une chose. Tant qu'il essaie de se tromper. Bien sûr que c'est possible de se tromper, évidemment que c'est possible de se tromper. Mais une chose est certaine, en tant qu'électeur, si vous ne vous trompez pas, vous êtes certain d'échouer. Nous avons 40 ans, peut-être même plus d'expérience qui nous le disent. Des générations et des générations de Camerounais ne sont pas allés voter parce qu'ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas faire de différence politique. Qu'est-ce que ça a apporté? La situation dans laquelle on est aujourd'hui, des milliers de personnes qui prennent la route du désert à pied. Donc cette façon d'envisager la vie politique, on sait ce que ça donne. Là, il n'y a pas de peut-être. Là, il n'y a pas de risque de se tromper. C'est certain. On continue comme ça, on sait ce qui va se passer. Il faut essayer autre chose. Et oui, on pourrait être une nation, mais on pourrait aussi parler du Cameroun de demain comme on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Elle aussi a eu ses problèmes, elle aussi a eu ses leaders qui décevaient. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Elle a essayé jusqu'à ce qu'on arrive à autre chose. Et je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème. Partout, il y en a. Il faut les résoudre. Il faut essayer, continuer d'essayer. Vous parlez de jeunes Camerounais, et moi, j'ai envie de dire, vous présenter comme une femme engagée. Et vous avez même payé le prix fort de vos convictions. Alors, quel message est-ce que vous adressez aux jeunes Camerounais qui hésitent à s'engager dans la vie politique? Il est temps de vous choisir. En anglais, it's time to choose us over them. Il faut que vous vous choisissiez et que vous soyez conscient de ce que vous faites personnellement pour que ce pays change. Il n'y a que comme ça que tu peux effectivement changer. Face aux enjeux politiques et sociaux actuels, quelle forme d'engagement concret les jeunes peuvent adopter pour influencer positivement? Oh, il y en a une. Oui, il y en a une multitude. Je pense qu'ils peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, je cite quelques exemples, ils peuvent s'engager dans un parti politique et ils peuvent aussi travailler sur des programmes de stimuler leurs idées, développer ensemble des idées qui vont provoquer des changements. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. J'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans des think tanks. Ils n'attendent pas qu'on leur demande. Vous savez, nos compatriotes n'attendent pas. Hein. Ils font quelque chose, chacun là où il est. On peut décider de devenir un conseiller municipal, on peut décider de créer une association de quartier, on peut décider de créer un think tank, un cercle de réflexion, on peut décider de devenir un encadreur pour les jeunes dans son quartier. On peut décider de, je sais pas, monter un projet justement de quartier de traitement des ordures ou de vigilance pour lutter contre l'insécurité. Il y a un tas de choses que l'on peut faire pour changer ce monde, le monde qui nous entoure et donc le Cameroun en particulier. Ce que moi j'ai envie de dire à nos compatriotes, c'est surtout, il faut chasser le découragement. Il ne nous sert à rien. Il faut chasser le découragement. Il faut absolument que nous continuions, nous sommes en vie, que nous continuons d'essayer de faire notre mieux. Ça va fonctionner, ça ne peut que fonctionner. Bien. Maître, nous arrivons presque à la fin. Déjà, prenez une séance en quiz. Ok. Voilà. Je ne sais pas si c'est déjà prêt du côté de la réalisation. Vous allez décliner
Oh. C'est des images. Alors, Maurice Kamto, définissez en un mot. En un mot. Ok. En ce qui concerne Paul Biya, je dirais velléitaire. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui avait une certaine vision pour le Cameroun, qui avait des ambitions aux premières années de son... J'étais encore très jeune, mais aux premières années de son... de l'exercice de son pouvoir en tant que... Parce qu'il n'y en a pas eu qu'un de mandat, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver des expressions. Bref, aux premières années de sa présence à la présidence de la République, il parlait de ses ambitions, de sa vision, il appelait les gens. Mais année après année, on l'a vu présenter des objectifs, ne pas les atteindre, nous donner des excuses, nous dire on travaille. Et je crois que c'est parce que finalement, il a peut-être envie de choses, mais qu'il sait pas, il ne sait pas faire en sorte que ces choses se produisent, en tout cas pas pour notre pays, pas pour nous, et que il ne sait pas non plus tirer les conséquences de ces échecs. Donc je dirais velléitaire. Maurice Kamto, si je devais choisir un mot aujourd'hui, un seul, je dirais clivant, parce que c'est quelqu'un dont j'ai toujours loué la pugnacité et la détermination avec laquelle il poursuit ses objectifs et sa vision pour le pays, mais je trouve regrettable qu'il n'ait pas su, mieux que Paul Biya, se montrer rassembleur, parce qu'il avait une opportunité en or de représenter la relève politique dans ce pays. Ça aurait été le succès assuré s'il avait pu créer cette image d'homme d'État rassembleur. Voilà. Et le prochain. Oh. Alors, Kawala, Cabral Libye. En ce qui concerne Kawala, je dirais persévérante. C'est une grande dame de la politique camerounaise et elle est encore là. Si vous vous souvenez, les élections présidentielles qui en ont fait une figure connue de la politique camerounaise, c'était en 2011. Oui. Ça fait presque 15 ans. Et elle est toujours là. Son image n'a pas été écornée, entachée. Elle garde la tête haute. Elle continue de se battre pour ses convictions. Pour ça, là, vraiment, c'est une personne qui m'inspire énormément. Cabral Libye, c'est ce que je vois d'ailleurs là, je dirais ambitieux. C'est ce qu'on voit dans son regard sur cette photo. Tout montre cette fin d'arriver quelque part, de réaliser quelque chose, d'être reconnu pour quelque chose. Donc oui, je dirais qu'il respire l'ambition. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui Je tiens à dire que je donne d'ailleurs depuis tout à l'heure mon avis en tant qu'électeur. Hein. Je ne suis pas une autorité. Je donne mon avis en tant que personne. Donc il ne vaut que pour cela. Est-ce qu'il a des chances d'y arriver? Oui, beaucoup de choses à son actif, un parcours qu'on ne peut pas nier. J'aimerais bien le voir soigner le pas, le rythme auquel il avance. Je trouve que peut-être il serait plus solide pour arriver là où il veut arriver s'il prenait le temps de renforcer ses appuis. Comme beaucoup de nos leaders politiques, il faut faire attention à ce qu'il ne confonde pas la popularité telle qu'elle lui est renvoyée dans les meetings ou les réseaux sociaux
et les soutiens. Parce que les soutiens, c'est quelque chose c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus difficile à obtenir. Ce sont des gens qui sont là même quand ça ne va pas. Et je crois que pour y arriver, il aura besoin d'asseoir des soutiens, des gens qui seront vraiment attachés au projet qu'ils portent et pas seulement à la personne. D'accord. Vous avez parlé de Kawala, comme une dame qui vous inspire. Oui. Vous avez attaqué le deuxième et vous demandez quel est le leader politique qui vous inspire. Ah, mais j'ai un autre nom à vous proposer. Hein, je dirais Ousmane Sonko, pour parler d'un leader politique contemporain, hein, parce que pour moi, Nelson Mandela est la légende. Un des grands regrets de ma vie, c'est de ne pas lui avoir serré la main. Mais Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais, parce que c'est quelqu'un dont le charisme n'est pas discuté. Les ambitions, la force de caractère ne sont pas discutées. Mais c'est quelqu'un qui a su faire taire ça pour se mettre derrière quelqu'un d'autre, au service, à un moment où c'était tellement facile de laisser triompher son ego. Et ça, pour moi, c'est une qualité admirable. Pour moi, c'est une grande source d'inspiration de ce point de vue-là. Il a réussi à préserver la cohésion dans sa formation politique, à ramener la cohésion au Sénégal à un moment qui était un moment crucial, et en témoignant du respect à quelqu'un qui a été pour lui un adversaire farouche, qu'il a mis en prison. Moi, je revois les images de leur rencontre à la présidence de la République après la diffusion des résultats. Un mois avant, ils ne se seraient jamais parlé. La façon dont ils ont pu se serrer la main pour symboliser la nécessité pour les Sénégalais de s'unir, pour regarder vers l'avant, pour moi, c'est une grande source d'inspiration. Là, c'était en Afrique, oui. Oui. Mais au Cameroun. Oui, c'est vrai, mais vous n'aviez pas précisé dans quel pays, donc j'en ai profité. Leader politique qui m'inspire, je vais vous surprendre, le père Lado. Lado, oui. C'est pas un homme politique, mais c'est quelqu'un qui fait de la politique. Et je trouve sa posture extrêmement courageuse. C'est quelqu'un qui prend sa posture d'homme du clergé et qui vous explique que ça ne l'empêche pas d'avoir une opinion sur les questions de la vie en société, au contraire, et qui assume cette opinion et qui continue de pousser son projet son rêve pour le Cameroun, envers et contre tout. Pour moi, voilà, si je dois parler de la politique camerounaise, quelqu'un qui m'inspire. Voilà. Si vous pouviez changer quelque chose immédiatement au Cameroun, ce serait quoi? Le président de la République. Sans hésiter, ce serait le président de la République. Cet homme, je le vois comme, vous savez, peut-être que vous ne savez pas, nous qui sommes du sud de la forêt, nous avons la culture du vin de palme. N'importe qui cueille du vin de palme ou qui a déjà consommé du vin de palme vous dit que vous ne devez pas fermer la bouteille parce que c'est la matière vivante, donc ça fermente. Donc, on peut mettre un couvercle, mais on ne peut pas fermer la bouteille de vin de palme. Je vois l'actuel président de la République comme un bouchon qu'on a mis sur une bouteille dans laquelle il y a de vin de palme. C'est en train de fermenter. Et si je devais faire quelque chose, moi, si j'avais une baguette magique, eh ben, j'enlèverais le bouchon pour éviter que la bouteille n'explose et que nous perdions le vin. Si vous enlevez la bouteille, qu'est-ce que ça va fermenter? Forcément, ça va exploser. Non, ça dépend comment vous vous y prenez. Mais quand on a fermé, ce que les gens font, c'est qu'ils ouvrent doucement pour laisser l'air pénétrer lentement dans la bouteille. Et
permettre que les éléments se mélangent. Et à ce moment-là, il faut, vous pouvez savourer le produit qui est à l'intérieur. D'après ce que vous expliquez ici, tout au long de notre échange, les Camerounais n'ont pas besoin d'un parti politique plus, d'un leader. Ouais. Il faut aller où nous formulons besoin de trouver des solutions. Pourquoi est-ce que c'est le président bien qui devrait être changé? Est-ce que cela apporterait vraiment des solutions aux besoins camerounais? Est-ce que c'est un remplacement dont ils ont besoin? C'est indispensable. Tant qu'il est président de la République, vous ne pouvez pas faire fonctionner ce pays. Les pouvoirs qu'il détient, les pouvoirs qu'il exerce et les pouvoirs qu'il ne veut pas lâcher empêchent ce pays de fonctionner. C'est pour ça que je prenais l'image du bouchon sur une bouteille de vin de palme. Il faut absolument que les fonctions de président de la République lui soient retirées. Maintenant, est-ce que j'ai dit que n'importe qui à sa place amènera le Cameroun vers la prospérité? Non. Vous m'avez demandé si je pouvais changer une chose. Moi, je voudrais en changer 100, 1000. Vous m'avez demandé si je pouvais en changer une. Bon, donc je vous dis, je changerai le président de la République parce que je sais que celui-là ne peut pas nous permettre de travailler. Il nous empêche, c'est clair, il nous empêche d'exploiter le potentiel de ce pays et de nous épanouir en tant que force créatrice partout où nous sommes. Nous n'avons pas de route, nous ne pouvons pas, quelqu'un ne peut pas avoir une idée de génie de l'argent pour créer une usine, il n'aura pas de route pour transporter ses produits, il n'aura pas d'aéroport pour exporter ses produits, il n'aura pas d'électricité pour produire. Et avec ce président de la République, vous l'avez entendu l'année dernière, parce qu'on l'entend une fois par an, son projet n'est pas de faire en sorte que cette année ce soit résolu, ni que ce soit résolu dans les 5 années qui viennent. Donc, il nous faut quelqu'un de différent. Nous avons la possibilité d'avoir un chef d'État qui soit compétent. Nous avons besoin d'une personne compétente à cet endroit-là. Donc, oui, ce que je changerais en premier lieu, c'est ça. C'est lui qui dirige la barque Cameroun aujourd'hui. Et il nous faut un dirigeant différent. Évidemment que, à lui seul, le nouveau dirigeant ne changera pas tout. Mais nous avons vu partout comment un seul dirigeant peut changer les choses. Regardez les changements que Donald Trump a provoqués depuis qu'il est chef d'État. Une seule personne, surtout à ce poste-là, peut faire une très grande différence, croyez-moi. Une dernière question, maître, pour ce crise. Envisage une phrase pour la jeunesse. J'ai spoilé, j'ai déjà dit tout à l'heure. It's time to choose us over them. Guys, please choose. Je vais redire en français. Vraiment, il est temps que nous nous choisissions. Choisissez. Chacun, là où il est, a quelque chose qu'il peut faire. Choisissez. Merci. Merci à vous. Répondu à toutes vos questions. Merci à vous de cette invitation. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien avec beaucoup d'intérêt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à ce média pour plus de contenu sur le Cameroun et de prochains entretiens comme celui-ci.